l'humain, ça reste super complexe et super subtil. En tant que coach, on fait preuve de beaucoup d'écoute active. C'est ça, moi, mon enjeu, c'est de permettre aux gens de s'aligner entre qui ils sont et ce qu'ils font pour leur permettre de rayonner en tant que leader. Du coup, il y a qui je voudrais être, il y a qui je pense être, Ouais. et il y a qui je suis réellement. Et ça, peut-être que c'est même impossible de vraiment le savoir, je sais pas. Tu vois, le regard des autres va évoluer en fonction du regard que tu te portes. C'est très souvent le point de départ, c'est de redevenir maître de son business, de son entreprise, et donc derrière de s'aligner avec qui on est. C'est d'avoir conscience que forcément il y a des gens à qui tu plairas pas, que ça n'intéressera pas, qui ne verront pas la valeur à qui tu es et ou à ce que tu fais, ou du coup à ce que tu dis. Et il y en aura forcément d'autres qui le verront, parce que tu es forcément l'exemple de quelqu'un et le contre-exemple d'une autre personne. Avant de commencer, je voulais te partager un outil qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur indépendant. Time. J'ai toujours détesté l'administratif et je perdais un temps fou à faire mes devis, faire mes factures, les stocker, les envoyer. Depuis plusieurs mois, j'utilise Time, qui est le logiciel de facturation gratuit le mieux noté du marché. Ça me prend littéralement 30 secondes de créer une facture officielle, ils ont un compte pro pour les indépendants et des outils intégrés avec les experts comptables. Bref, j'aurais bien aimé le connaître plus tôt dans mon parcours d'indépendant, c'est pour ça que je suis ravi de collaborer avec Time, qui est mon partenaire sur cet épisode, et de vous le partager. Si vous êtes freelance ou entrepreneur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Concrètement, ça veut dire qu'il y a leur logo qui s'affiche en bas de l'écran pendant l'épisode. Je mets aussi leur lien en description pour celles et ceux qui veulent gagner des heures sur leur devis et leurs factures. Salut Ludivine. Salut Mathieu. Bienvenue sur Bonne Réputation. Merci beaucoup de nous rejoindre, d'avoir fait ce long voyage jusqu'à ce studio pour nous rejoindre. Merci à toi. Trop Je suis vraiment cool. trop contente d'être là. Moi aussi, on s'est déjà beaucoup parlé, mais on s'était jamais vu en vrai, donc c'est cool. On a un peu plus d'une heure ensemble et on a un vaste sujet à traiter. On pourra peut-être pas tout couvrir, mais en tout cas, on couvrir une bonne partie, j'espère. Moi, je suis bien placé parce que je suis indépendant. Je suis bien placé que être indépendant ou entrepreneur, une partie du métier, c'est un énorme combat contre ces angles morts. C'est un énorme combat contre soi-même. Et j'ai la conviction que pour réussir en tant qu'indépendant ou entrepreneur, il va falloir avoir une vision de plus en plus lucide de soi-même dans son environnement pour pouvoir communiquer de manière juste, rayonner au service de son business de manière complètement alignée. Et ça, c'est super difficile sans s'être posé les bonnes questions, sans avoir un regard extérieur, sans avoir testé des choses et sans s'être planté. Et voilà, et finalement, d'ailleurs, ce que je remarque moi en avançant, c'est que les réponses, la réponse à la question comment je communique selon mes propres règles et comment je fais rayonner mon activité, elle se trouve pas dans des compétences, dans des expertises extérieures, dans des nouvelles choses. Elle se trouve dans des découvertes internes, c'est-à-dire comment je fonctionne, quelles sont mes règles, quelles sont mes valeurs. Et c'est à partir de ça que je vais communiquer de manière juste et que finalement, mon business va fonctionner parce que je suis juste par rapport à moi et ça se sent. Et j'attire les personnes qui me ressemblent, etc. Sauf que ça, c'est très difficile et tout le monde n'a pas la chance de se payer un coach ou un accompagnement qui apporte un regard extérieur, qui te challenge avec les bonnes questions. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec toi l'année dernière. Là, on a février 2024. On a bossé pas mal de temps en 2023 ensemble. Et franchement, merci parce que j'ai fait un bond en avant. Rien que le fait d'avoir les bonnes questions, d'avoir un regard extérieur, on a super bien bossé et j'ai compris plein de trucs sur moi. Et donc là, voilà, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde parce qu'il y a pas mal d'indépendants, d'entrepreneurs qui nous écoutent. Et cet épisode, j'aimerais bien vraiment répondre à la question c'est quoi les bonnes questions qu'il faut se poser avant de communiquer, avant de vouloir rayonner, parce que ce podcast s'appelle Bonne Réputation et on apprend les personnes à bâtir leur personal branding et c'est quand même, le point de départ, c'est quand même eux. Et je termine cette longue introduction. Je pense que c'est intéressant à deux niveaux parce que d'abord, toi, tu accompagnes plein de gens pour les aider à rayonner professionnellement et aussi toi-même, t'es coach. Et en fait, le marché du coaching fait partie du marché des indépendants et est en pleine explosion. Et toi aussi, je pense que tu as fait face à ces problématiques. Voilà pour cette méga longue introduction. Je vais te laisser te présenter, Ludivine. Du coup, je suis Ludivine Gilles. Je suis une personne hyper dynamique, solaire, je pense pleine d'énergie. Je pense que tu peux le confirmer. Je confirme. Et surtout une grande amoureuse de l'humain, de la vie, de manière générale. Et c'est pour ça justement que j'en ai fait mon métier. Je voulais un métier hyper humain, je voulais aider les gens à s'élever, à rayonner. Sauf que le rayonnement, en fait, comme on peut l'entendre, c'est pas forcément
tu vois, être sous les feux des projecteurs, faut pas forcément être extraverti ou quoi, parce que souvent on me dit, ah, mais moi je suis pas comme toi, forcément, Ludivine ou quoi. C'est vraiment en fait le rayonnement, c'est un alignement en fait, comme tu disais en fait tout à l'heure, hein. C'est un alignement à l'intérieur de soi qui va rayonner en fait autour de soi, qui va se répandre. Donc en fait, mon métier, c'est ça, c'est d'accompagner les dirigeants, les managers, les entrepreneurs à allier bien-être et performance. Donc c'est dans la sphère professionnelle, mais forcément, comme on est sa propre clé, son propre outil, c'est du développement personnel autour d'objectifs professionnels. Comme tu as pu aussi le vivre, ça va avoir des impacts sur toutes les sphères de notre vie, donc dans la sphère perso, dans toutes les sphères de manière générale. Et donc, c'est ça, moi, mon enjeu, c'est de permettre aux gens de s'aligner entre qui ils sont et ce qu'ils font pour leur permettre de rayonner en tant que leader. Et ouais, merci d'ailleurs, c'est beaucoup plus clair quand tu le dis que moi, dans ma tentative d'intro. Et t'es coach. Et je veux démarrer directement par cette question parce que les coachs, il y en a beaucoup et surtout, il y a plein de métiers derrière le coaching et il y a des gens qui décrient un peu cette vague de coach, etc. Et je voudrais juste savoir, toi qui es coach certifié, pour toi, c'est quoi un coach ? Alors déjà, il y a différents types de coaching, donc tout va dépendre de la spécialité. Je dirais plus que le coaching, la discipline du coaching, c'est l'art du questionnement. Donc, c'est pas du conseil, tu vois, c'est pas du consulting, c'est pas du mentoring, c'est vraiment en fait des questions qui vont être ciblées par rapport à l'objectif de la personne. C'est-à-dire qu'on va démarrer avec une problématique ou un objectif qui aura déjà été clarifié, mais sinon cet objectif, on va le clarifier ensemble. Et pendant toute la séance, en fait, ça va être notre fil rouge. Je dis beaucoup en fait, je réalise. Je fais des effets miroirs toute seule. J'avais même pas remarqué. Alors là... On a tous des tics. Je suis en écoute, tu vois. Et justement, je rebondis sur ça en tant que coach. C'est que en tant que coach, on fait preuve de beaucoup d'écoute active. Okay. Et ça, en fait, ça passe par de la programmation neurolinguistique, ça passe par de l'observation, de l'analyse, tu vois, de comportement, du non-verbal, mais aussi du champ linguistique de la personne. Donc là, tu vois, j'ai été en observation de moi-même, me dire... Ok, il se passe ça, mais c'est aussi ce qui se passe en coaching. Et donc, le coach va permettre de faire des effets miroirs. Ok. C'est-à-dire, si tu vas dire plusieurs fois un mot, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière ça. Alors là, c'est des tics de langage, tu vois. En fait, c'est pas quelque chose d'important. Mais si tu dis, je sais pas, plusieurs fois le mot puissant, oui. Tu vois, ou quelque chose comme ça, ah, là, il y a quelque chose à aller choper. Il y a une petite pépite peut-être. Il y a quoi derrière ce mot ? Et donc, il y a énormément d'écoute active, comme je te disais. Et l'idée, en fait, de la séance de coaching, c'est de repartir avec tes propres clés, tes propres outils, tes propres modèles de réussite. C'est comme si tu avais tes propres frameworks, en fait, et qui allaient te permettre de tout, en fait, d'optimiser sur ça et de déployer ensuite tous tes propres modèles de réussite. Et c'est ça qui fait que c'est très personnalisé, c'est vraiment du sur-mesure et qui vient derrière booster plein de choses. Parce que tu repars, tu dis « Waouh, j'ai toutes les réponses en moi ». Et juste en me faisant coacher, en me posant les bonnes questions, je me rends compte que finalement tout est clair, tout devient évident et je sais comment m'y prendre à ma façon. Ouais. Et alors, au début, t'as différencié le coaching du consulting. Ça, pour bien clarifier, quel est l'objectif d'un coach par rapport à un consultant ? Ça, c'est plutôt pour ceux qui nous écoutent, pour bien séparer les deux. Le consultant va te dire quoi faire, comment faire. Ouais. Il va te donner des conseils, des outils, des clés, des stratégies qui vont te permettre de déployer une méthode spécifique. Finalement, c'est lui qui va te transmettre ses connaissances pour que tu puisses déployer ses connaissances. Le coach va partir du principe que tu as toutes les réponses en toi et que tu as toutes les connaissances. Donc, en tant que coach, moi, je vais permettre de mettre en lumière tout ce qu'il y a en toi. C'est là où c'est ultra puissant parce que tu te rends compte que vraiment, tu es ultra puissant et qu'en déployant tes propres stratégies, c'est celles qui te conviennent, celles qui te correspondent. Donc, tu peux vraiment te les approprier, puisqu'elles t'appartiennent, en fait. Et derrière, tu sauras exactement comment t'y prendre, parce que ça deviendra super simple et évident pour toi. Parce que tu les auras trouvées, tu les auras conscientisées, c'est toi qui les auras construites, et tu sauras exactement comment les déployer mieux que personne.
Ouais, puissant, hein. le consultant apporte des réponses, le coach apporte des questions, quoi. Le coach va poser des questions Ouais. qui va te permettre de trouver tes Ouais, réponses. ok. Ouais, merci pour la distinction, c'est important. C'est important pour la suite, pour qu'on Ouais. on soit bien dans la justesse aussi de quoi on parle. Et toi, juste avant de passer, enfin, j'avais la question de pourquoi tu es devenu coach, mais avant, enfin, c'est possible de s'auto-coacher tout seul, ou quand même, enfin, tu penses que c'est possible, ou c'est vraiment indispensable d'aller voir quelqu'un? C'est carrément possible, mais ça a ses limites. Ok. C'est-à-dire que ça peut être utile à certains moments, mais ça ne remplacera jamais le fait de se faire accompagner par un expert, par un coach. Ou une coach d'ailleurs. C'est évident. Parce qu'en s'auto-coachant, c'est très difficile de se faire ses propres effets miroirs, d'avoir cette lucidité, cette neutralité envers soi-même, Ouais. alors qu'on est dans l'émotion, dans nos pensées, dans le rush du quotidien. Donc, pour ça, justement, l'écrit peut beaucoup aider. Ouais. Moi, quand je m'auto-coach, clairement, on dirait que je suis bipolaire, je t'assure. C'est alors, ok, là, je suis en posture coach, là, c'est moi. Et je switch à chaque fois, tu vois, de posture. Donc, j'arrive à tirer quelques pépites et à avoir voilà, mes solutions, mes actions, etc. Mais c'est vrai que de se faire accompagner, c'est quand même un vrai game changer parce que tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va vraiment t'apporter cette valeur ajoutée qu'est le coaching avec des questionnements hyper spécifiques et du coup, qui vont sortir de ton cadre, qui vont sortir des questions que tu peux te poser toi-même parce que tu as la tête dedans. Ouais. Le coach va te permettre d'avoir vraiment cette perspective, cette vision d'ensemble et donc de faire le vide et t'apporter cette clarté au fond de toi. Donc voilà, c'est quand même différent. Ça peut aider, l'auto-coaching, ça marche, mais ça a ses limites. Et toi, pourquoi t'es devenu coach? Alors ça, c'est une longue histoire. C'est la question, mais c'est la question de ta quête personnelle. Je sais que ça Ouais. correspond à ta quête Ouais. ou à ta mission ou à ton pourquoi, C'est clair. quel que soit le nom qu'on lui donne. Ouais. En fait, ça fait très longtemps que je me penche sur tout ça. On va dire que ça vient depuis que je suis ado. Déjà, depuis que je suis ado, je suis hyper attirée par le management, le leadership. Ça me passionne. J'ai envie de devenir manager, d'adopter une posture de leader. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée parce que je me suis dit qu'il y avait de l'impact sur des gens. Donc j'ai fait des études, tu vois, dans ce sens-là, en management des relations commerciales. Je suis devenue manager commercial, etc. Je vis du coup vraiment le monde de l'entreprise en tant que manager et en tant que manager. En tant que manager, finalement, tu diabolises toujours le manager en te disant « Oh là là, il fait ça, c'est pas bien, regarde, il me comprend pas. Ouais. » Enfin, tu vois, tu es dans une posture complètement différente. Et quand tu deviens manager, tu te rends compte que c'est un sacré challenge aussi de manager malgré toutes tes bonnes intentions, malgré toute ta bonne volonté. L'humain, ça reste super complexe et super subtil. Donc, j'ai constaté qu'il y avait quand même une grosse douleur dans les entreprises autour du management. Et surtout, en tant que dirigeant, dès qu'il y a de plus en plus de monde dans l'entreprise, dès qu'il y a plus de personnes à gérer au sein d'une équipe, forcément, tu vas multiplier cet impact-là. Et derrière, il y a aussi beaucoup trop de personnes qui ne sont pas heureuses au travail, qui font des burn-out, qui en peuvent plus. Et ça, pour moi, je constate que c'est quelque chose qui a été beaucoup normalisé, tu vois, de traîner la patte, en fait, d'aller au boulot, de se dire, bon, j'aime pas ce que je fais, mais derrière, ça me rapporte de l'argent, etc., etc. Et je trouve ça tellement dommage parce que pour moi, le travail, ça devrait être une source de plaisir. Pour moi, c'est un terrain de jeu dans le sens où on devrait kiffer, s'éclater et s'épanouir dans ce qu'on fait. Ça représente quand même une majeure partie de notre temps. Si on n'est pas heureux au travail, forcément que ça va avoir un impact sur notre personnalité, sur notre vie perso, sur tout. Parce que même si on dissocie le pro et le perso, c'est quand même lié parce que c'est nous, on le vit. Carrément. Et donc, j'ai vraiment eu... je sais que voilà, j'ai toujours eu cette énergie, j'ai toujours su fédérer, motiver. J'ai toujours été très ouverte d'esprit, à comprendre les gens, à faire preuve de beaucoup d'empathie,
créer du lien, tu vois, à connecter facilement avec les gens. Et j'ai eu vraiment l'envie de mettre tout ça au service de quelque chose de plus grand. Et grosse valeur d'authenticité, de bienveillance, d'audace et de liberté aussi, mais surtout ces 2 premières qui m'ont permis en fait de me diriger vers le coaching. Et je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie d'aider les entrepreneurs, les dirigeants à s'améliorer en management, donc à trouver leur propre style de management, leur propre terrain de jeu, et surtout à ce qu'ils s'alignent dans leur posture, parce que c'est vraiment quelque chose de délicat, mais tant bien qu'ils s'alignent pour eux et qu'ils puissent aussi s'aligner avec leur équipe, parce que ça a un impact multiple. Donc ça a été un premier point. Sauf qu'avant de parler de management pur et derrière de performance, parce que l'idée, c'est aussi de créer une harmonie au sein de l'équipe, et en créant cette harmonie, qu'on soit d'accord sur les résultats et qu'on performe tous ensemble, qu'on gagne en efficacité, tu vois, qu'il y ait vraiment cette boucle vertueuse qui s'installe. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement de manière générale. Ouais. Parce que si tu es épanoui, si tu te sens bien avec toi-même, forcément, tu vas le dégager et les autres vont le ressentir. Et si tu es épanoui, tu vas pousser les autres aussi à s'épanouir. Et quand tu es épanoui, tu vas gagner derrière en efficacité et en performance, parce que tu vas être en plus haute énergie, tu vas être motivé, ça va avoir du sens, tout ce que tu fais, tu vas être aligné avec tes valeurs, etc. Donc, c'est vraiment primordial pour moi. Et je pense que c'est même le but dans la vie. Enfin, pour moi, je suis très sensible à l'épanouissement et à l'accomplissement d'une personne. Et donc, ça a été l'origine du coaching, l'origine de ma volonté, en tout cas, de devenir coach. Voilà. Merci pour le débrief. Tu as parlé de la souffrance en entreprise, voilà, c'est normalisé, etc. Et aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup de managers, de dirigeants, d'entrepreneurs. Moi, la question que j'avais à te poser, c'est du coup, quand tu démarres avec eux au début, il y a un point de départ. J'étais curieux de savoir, en fait, c'est quoi leur plus grosse douleur, les entrepreneurs, celle que tu vois souvent. Ouais, si on part, là, on a plutôt un public d'entrepreneurs, d'indépendants. C'est quoi ce que tu constates en termes de douleurs qui reviennent tout le temps? L'entrepreneur, c'est tout le temps l'équilibre vie pro, vie perso. Okay. En fait, l'entrepreneur est très impliqué dans son entreprise, c'est son bébé, c'est son œuvre, c'est une extension même de lui-même. Et donc, pour un entrepreneur, de par soit sa passion ou de par une crainte, parce que une crainte financière, tu vois, derrière, parce qu'il y a une instabilité, parce que forcément, c'est pas régulier comme quand tu es salarié, où tu as le confort d'avoir ton salaire tous les mois, etc., etc. L'entrepreneur, en fait, très souvent, va tellement être à fond qu'il va négliger sa vie perso derrière, et du coup, être en plein déséquilibre. Et ce déséquilibre va souvent, à la fois impacter le perso, mais aussi sa passion pour le pro, parce qu'il va tellement se sentir déséquilibré, tu vois, à manquer de temps, par exemple, pour faire du sport, à bien se nourrir, ou simplement, tu vois, passer du temps avec sa famille, du temps pour soi, etc. Tu vas tellement bosser pour ton entreprise que finalement, tu perds le goût, parce que ça en devient une contrainte tellement forte que où est le plaisir là-dedans? Et finalement, plutôt que d'être maître de son entreprise, très souvent, et ça c'est le danger, c'est de devenir esclave un peu de son entreprise et donc de subir. Et ça, c'est très souvent le point de départ, c'est de redevenir maître de son business, de son entreprise, et donc derrière de s'aligner avec qui on est. Ouais, très clair. Il y a c'est vrai qu'il y a du maître à l'esclave, il n'y a qu'un pas. Enfin, je sais de quoi je parle. Et justement, ça fait une super transition vers les questions suivantes. Là, c'était plutôt des questions généralistes pour commencer, mais je sais que tu accompagnes... moi, j'ai fait partie de tes clients. Je communique beaucoup sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Et je sais que parmi les clients que tu accompagnes, il y a quand même beaucoup de gens, mais sans les citer du coup, mais il y a beaucoup de gens qui ont des très grosses audiences, qui communiquent beaucoup, donc qui rayonnent, qui sont alignés avec toi. Ta mission, c'est d'aider les gens à faire rayonner. Comme par hasard, tu accompagnes pas mal de gens qui ont un fort rayonnement. Et je voulais savoir, en partant de ça, il y a souvent ce déséquilibre... c'est quoi leur motivation? Parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, j'ai aussi trouvé ce truc-là, c'est-à-dire que même en dehors de mon entreprise, la partie communication, une fois que tu t'es mis à communiquer,
au début, c'est parce que c'est au service de ton business. Puis en fait, ça se transforme vite en machine où il n'y a plus de fin, en fait. Tu dois communiquer parce que sinon, tu n'as pas de business. Et puis en fait, il y a toujours peut-être ce truc de sécurité. Puis il y a un peu d'ego là-dedans. Puis il y a un peu de... Et en fait, on peut aussi devenir esclave des réseaux sociaux et de sa communication aussi. Enfin, je voulais savoir, de tous les entrepreneurs indépendants qui communiquent beaucoup, que tu accompagnes, qui ont des grosses audiences, c'est quoi leur motivation principale? C'est quoi leurs freins principaux? Et après, on ira un peu plus dans le spécifique, mais pour toi, t'as cette chance d'avoir une sorte de panorama que peu de gens ont, je pense, de tous ces créateurs de contenu et qui ont une grosse audience. Enfin, c'est quoi l'envers du décor, tu vois? Ce qui fait la motivation principale de ces personnes que j'accompagne avec une forte audience, c'est impacter. Impacter positivement. Même si au début, tu fais ça pour, justement, pour ton business, pour gagner en visibilité, etc. Évidemment, il y a une stratégie. Ça serait mentir que de dire non, il n'y a pas du tout derrière. Non, effectivement, il y a de ça et c'est complètement normal. Mais ce qui fait que ça perdure aussi et que ça marche, c'est qu'il y a vraiment ce souhait d'impacter positivement, d'influencer à leur manière. Parce qu'on a tous quelque chose à apporter. Et finalement, les réseaux sociaux, c'est un super moyen de communiquer tout ça et donc de toucher un maximum de personnes d'un coup. Donc ça, c'est vraiment la motivation principale et qui fait que ça arrive à marcher et à perdurer. Après, tu m'as parlé des freins. C'est ça ? Bah ouais, parce que forcément, en fait, de l'extérieur, ces gens-là, ou même peut-être les gens se disent sur moi, même si moi, j'ai pas du tout une énorme audience par rapport à certains que t'accompagnes, mais les gens doivent se dire, ah bah c'est facile, tout va bien, etc. Mais en fait, il y a forcément des freins, il y a forcément des questionnements, il y a forcément des douleurs. Les douleurs, là, on rentre plutôt dans la partie communication. C'est quoi leurs freins et leurs douleurs vis-à-vis de leur communication, quoi. Bah, tu vois, la douleur pour les personnes qui ont une forte audience, clairement, c'est pas la peur d'être jugé ou d'être rejeté ou quoi que ce soit, puisqu'il y a tellement de flux que c'est même plus un problème, quoi. À part si à un moment donné, il y a du harcèlement ou quoi, où là, c'est abusé, évidemment. Mais sinon, de manière générale, tu sais dans quel game t'es. Donc, tu t'y prépares et voilà. Là, le frein, je dirais plus, c'est d'associer qui ils sont à ce qu'ils font, en fait. Ok. C'est-à-dire, si un poste ne va pas performer, ou leur entreprise, enfin là, on parle de communication, mais en fait, ça se reflète dans tout, dans leur business, dans leur stratégie de manière générale, où c'est tellement puissant pour eux, c'est tellement important qu'ils vont s'identifier à ce qu'ils font. Donc si ça marche, ils vont se sentir super bien, en mode super estime, je gère, c'est bon, tout va bien. Et si ça marche pas, forcément, ça va avoir l'impact opposé, à dire oh voilà, ça y est, tu vois, à se dévaloriser, alors qu'en fait, ça reste la même personne. Oui. Au début, en tout cas au début, parce qu'évidemment avec les coachings, ça évolue, c'est plus du tout ça. Mais au début, c'est ça, où vraiment ce que je constate à chaque fois, c'est que les entrepreneurs, confondent qui ils sont et ce qu'ils font. Et ce qui fait que du coup, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils vont remettre en question leur personnalité, leurs valeurs, leurs compétences, etc. Alors que leurs résultats, ce ne sont pas eux. Tu n'es pas tes résultats. Tu n'es pas ton entreprise. Ton entreprise, c'est ton œuvre. Mais tu es Mathieu qui a qui a son entreprise. Ben là, on touche un point super important parce qu'en fait, d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que ce point-là, il concerne pas du tout seulement les gens qui ont une grosse audience, ça concerne tout le monde et dès le début. Comment on fait pour se dissocier de son taf, de son œuvre? Ça peut, enfin, okay. Est-ce qu'il y a, c'est quoi les 2-3 questions à se poser pour au moins commencer ce travail-là de dissociation, parce que je pense que c'est quelque chose qui tu es, qu'est-ce que tu fais, enfin c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, quoi. Et c'est clairement. Très dur, même avec de la lucidité, de quand il y a un échec, quand il y a un machin, de se dissocier de l'échec. Et c'est très dur aussi d'ailleurs de se dissocier du succès, parce qu'il y a un peu le piège Carrément. Il y a un peu le piège de le succès peut être aussi une illusion de je suis le meilleur, et en fait du coup l'échec suivant est encore plus dur, quoi. Ouais. Bah, typiquement là, toujours dans ce rôle d'entrepreneur, hein, du coup, qui tu es. Typiquement, toi, t'es Mathieu Bernard. Ouais. Ce que tu fais, du personal branding, tu vois. C'est vraiment, toi, t'es une personne à part entière
qui a des émotions, des pensées, qui a des valeurs, des principes, des croyances, qui tu vois, enfin, qui vit en fait simplement je sais pas trop comment l'expliquer, mais t'es un être humain, tu vois. D'ailleurs, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on est des êtres humains, pas des fers humains. Oui. En gros, tu es un être humain, donc tu es une personne avec toute cette subtilité. Si tu étais un fer humain, on te dirait tout de suite, tu es solopreneur, tu es spécialisé dans le personal branding, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais tu es bien plus que ça. Ce que tu fais, c'est les comportements... En fait, alors, ok. C'est parti. Non mais tu vois, limite j'ai besoin, tu vois, je me pose aussi, en même temps que je te pose la question, je me pose la question, c'est toujours bien de le réentendre. Oui. Ouais, comment je fais pour me dissocier, tu vois? Ce que tu vas faire, c'est le fruit de tes actions. Donc, tu as des comportements. Sauf que tes comportements ne vont pas forcément parler de toi. Parfois, en fait, je pourrais te dire au contraire, c'est les actes qui vont nous montrer une personne. Moi, j'ai tendance à dire, c'est plus les actes que les paroles, tu vois. Mais souvent, il se peut qu'une personne ne soit pas alignée et qu'elle fasse des choses à contre-cœur, qu'elle fasse des choses par crainte, par rejet, par timidité. Tu vois, par exemple, je sais pas, imagine, il y a quelqu'un de super timide qui a envie de te dire quelque chose et qui va pas oser. Et donc, du coup, vous n'allez pas du tout communiquer. Et tu vas croire, parce que nous, on est fait de beaucoup de jugements, l'être humain est fait de beaucoup de jugements et d'illusions, quoi, de suppositions. Et là, tu vas te dire, ok, mais alors cette personne, elle fait quoi? Elle me ghost, tu vois, ou elle me zappe, donc du coup, elle a aucune considération pour moi. Je te donne vraiment un exemple. Ouais, mais c'est bien. Tu vois, elle se moque de moi, elle s'en fout et tout. Alors qu'en fait, en réalité, au contraire, si ça se trouve, c'est tout l'inverse. Elle te considère tellement, tu as tellement d'importance pour elle que ça la rend hyper timide et qu'elle va pas oser te dire les choses alors qu'elle aurait plein de choses à te dire. Donc là, tu associerais son comportement à sa personnalité, alors qu'en fait, c'est quelqu'un de bien plus profond que ça et qui a agi par soit des blessures ou des peurs, tu vois, des choses qui ne lui appartiennent pas forcément, enfin comment dire. Ouais, mais je comprends qui sont pas qui viennent d'une émotion de peur et pas d'une émotion d'amour. Enfin, d'ailleurs, ça me fait penser à une situation. Enfin, j'aime bien le philosophe Frédéric Lenoir. Enfin, ça n'a rien à voir et il a une citation je trouve qui était pas mal, qui disait tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Ouais. Parce qu'en fait, dans les grandes familles d'émotions, en fait, ça vient de deux émotions principales, c'est soit la peur, soit l'amour, et en fait, tout ce qui en découle, c'est des émotions qui sont liées à une émotion de peur ou une émotion d'amour, en fait. Et des actes liés à du rejet, de la tristesse, j'en sais rien, de la crainte, etc., c'est des actes qui sont drivés par la peur, et potentiellement, ça t'appartient, mais c'est pas... Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu dis, c'est pas... C'est toi qui l'as fait, mais c'est pas forcément le meilleur de toi, quoi. Et ok. Et du coup, ce que je comprends, c'est que pour se dissocier de... Peut-être que je vais trop loin, mais pour se dissocier de son taf, faut apprendre à s'aimer, quoi. Il y a peut-être un truc de... Une fois que je m'aime moi, finalement, c'est ok que je foire des trucs, puisque c'est pas moi, quoi. Il y a beaucoup d'acceptation de soi, et aussi, je dirais, de remettre les choses à leur place, quoi. C'est-à-dire que l'être humain est super riche. Ce que tu fais peut être super riche aussi. Mais déjà, est-ce que ce que tu fais, c'est aligné avec qui tu es? C'est ma prochaine question. Tu vois, déjà, forcément, si ce que tu fais, c'est aligné avec qui tu es, là, déjà, on peut plus parler, tu vois, d'association, de lien, parce que tu auras fait les choses en pleine conscience, tu les auras fait oui, en pleine conscience. Je pense que ça suffit. En plein alignement, quoi, voilà. Ouais, mais justement, alors, on parle de cet alignement. Bon, il y a un enjeu qui est, on en a parlé, quand je fais quelque chose, je suis pas un faire humain, je suis un être humain, donc dissocier le faire de l'être, et quoi que je fasse, ça va compter, ça va peut-être dire des choses de moi, mais
Ce que je fais, c'est pas moi. Si ça échoue, je ne suis pas un échec. Si ça réussit, Oui. je suis pas une réussite dans l'absolu. Oui. Là, En mais fait, par contre, ça peut être plus ou moins aligné ce qu'on fait. Et Ouais. j'aimerais bien. Voilà, ma question, c'est comment on fait pour. Enfin, quelle question et on peut aller très profond, mais là, c'est plus dans la sphère pro. Je pense que c'est ça qui peut être utile aussi aux gens qui nous écoutent. C'est quelles questions se poser pour s'aligner, justement. À minima dans la sphère pro et dans sa communication, tu vois. Ouais. Comment trouver son pourquoi professionnel efficacement, tu vois. Oula, alors, ok, Il y en plusieurs, a trop, pardon. Alors, ouais. il y en a, non, mais Parce il y en que a pour moi, plusieurs, c'est bon. c'est un peu la même chose. Mais peut-être que j'ai tort. Le pourquoi professionnel et l'alignement, enfin, l'un Le conditionne l'autre, pourquoi quoi. va être beaucoup plus deep Ouais. que l'alignement de manière Ok. générale. Le pourquoi, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est vraiment le sens ultime de tout ce que tu fais et qui va te guider. Ouais. L'alignement, on va parler de valeurs, de croyances, de comportements, Ok. d'environnement, tu vois, etc., etc. Avant de te partager ces questions-là, j'aimerais juste, en fait, par rapport à l'être et le faire, je pense que c'est important de dissocier. Voilà, en fait, j'ai trouvé ta personne à ton rôle. Ok. Tu vois, tu es une personne, tu es Mathieu Bernard, et tu as ce rôle de solopreneur. Et c'est ça qui fait que, ok, tes échecs, tes réussites en tant qu'entrepreneur, solopreneur, c'est une chose. Mais avant tout, tu es Mathieu Bernard, donc tu es bien plus que ça. Finalement, cette casquette d'entrepreneur, de solopreneur, c'est qu'une corde à tout ton... Enfin, d'ailleurs, j'ai jamais compris cette expression, tu sais, une corde de plus à son arc, alors qu'un arc, t'as qu'une corde, quoi. C'est très chelou. J'ai et t'as raison. jamais compris. C'est peut-être une corde en stock au cas où la corde pète. Tu vois, tu dis, bah, ça me fait une corde de plus au cas où je casse celle-là. C'est vrai que c'est chelou. Voilà. Une corde Si de vous avez plus à des sa idées. harpe. Il faudrait dire à sa harpe. Il y a plein de cordes. Bah oui. Corde de plus à sa guitare, mais quoi qu'il y en a que 6, ça ne C'est marche ça. pas non plus. Mais t'as compris l'idée. J'ai Et d'ailleurs, compris si vous avez l'idée. des théories par rapport à ça, Une corde de plus N'hésitez à son arc. On vient de... personne ne l'avait remarqué, ça. On vient de... oui, on vient de prouver que cette expression n'a aucun sens. justement, le why. Non, je... Ouais, pourquoi Heureusement qu'on fait ce podcast pour ça. Ah oui, non mais voilà. Donc, pour revenir à tes questions, du coup, je les ai bien en tête. C'est quelles sont les questions à se poser pour s'aligner. Oui, disais. parce qu'on en parle beaucoup et c'est vrai que, bon, l'alignement, une communication alignée, et c'est... Ouais. Les questions phares, je dirais, bien évidemment, il y en aurait bien plus que ça à se poser, puisque ça, il faudrait creuser, tu vois, et rebondir. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait en coaching, forcément. Mais sinon, déjà, en auto-coaching, c'est qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire. Et une question qui est pour moi hyper impactante, c'est surtout en partant du principe que tout est possible. Là, tu te mets aucune barrière, tout est possible. Ça peut être, imagine que tu es millionnaire, milliardaire, ou alors que tu n'as vraiment aucune contrainte, tout ce que tu veux. Le but, c'est pas d'imaginer, enfin, c'est pas de se dire que c'est réalisable ou pas, mais justement d'imaginer, de rêver. C'est qui tu serais et qu'est-ce que tu ferais dans ta vie. Et là, c'est quand même une question qui t'invite à visualiser et à imaginer tout ce qui se passerait, quoi. Et là, c'est une perspective qui peut s'ouvrir à toi, de te dire, ok, mais si tu l'imagines, si tu as envie d'être ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'en empêche ? Ok, ça. Ok, ben comment on va faire pour péter tout ça ou pour trouver d'autres solutions pour te permettre en fait d'arriver à ce que tu veux réellement. Parce que t'as pas besoin d'être millionnaire, milliardaire ou d'être, enfin, je sais pas, ou toutes les contraintes que tu pourrais avoir. Là, j'en ai pas en tête parce que c'est souvent ça qui revient aussi. Ou, tu vois, avec des enfants ou j'en sais rien. En fait, tout ça, c'est justement des croyances limitantes qui peuvent créer des obstacles par rapport à qui tu veux être et ce que tu veux réellement faire. Donc, à t'aligner. Parce que l'alignement, c'est ça, c'est d'être en phase avec tes valeurs, tes comportements, ça va être tes émotions, tu vois, de les accueillir, ça va être dans tes réactions émotionnelles, ton environnement, etc., etc. Et l'alignement, c'est absolument pas quelque chose de figé. Tu peux être aligné aujourd'hui, mais tu peux ne plus être aligné demain parce que tu vas avoir un changement dans ta vie et donc forcément, tu vas avoir besoin de te réaligner. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon constante. L'alignement.
Les clés de réussite dont je parlais tout à l'heure, de trouver ses propres modèles de réussite, non, parce que quand même, on a notre identité, même si elle n'est pas figée, elle est emmenée à être, à évoluer. On a quand même notre personnalité profonde. Ouais. Mais l'alignement, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Et c'est aussi dans le déséquilibre que tu vas retrouver ton équilibre derrière. Ouais, donc il y a la question de qui je veux être. C'est ça, qui je veux être dans l'idéal. Ouais. Quelle personne je veux être, quelle personne je veux devenir. Ouais. Et du coup, quelles sont les valeurs de cette personne que je veux devenir. Et du coup, essayer de se dire, ok, quand j'agis comme ça, quand je communique ça, est-ce que c'est cohérent avec ça? Ok. Et après, c'est aussi beaucoup de ressenti. C'est qu'est-ce que ça fait? Est-ce que j'ai mon cœur qui s'ouvre à ce moment-là, la gorge qui se desserre? Tu vois, est-ce que j'ai un sentiment de légèreté, de sérénité? Est-ce que je me sens remplie d'amour? Enfin, tu vois, ça peut être beaucoup de choses aussi. Des bons indicateurs. Ouais, des bons indicateurs physiques, t'as raison. Et... autre que mental, parce que tout est lié, forcément. Ouais, c'est clair. Et... non, mais c'est intéressant, ça me fait penser à un truc... c'était... je crois que c'était un TED Talk d'Esther Perel qui parle beaucoup de couple, etc. Et elle disait que en fait, quand tu fais le choix d'être avec quelqu'un en couple, on peut le faire, je pense, le parallèle avec une carrière ou une entreprise. C'est... en fait, tu fais le choix... c'est pas un choix avec quelle personne je veux être. C'est la vraie question derrière, c'est qui je veux être avec cette personne. En fait, si je suis avec cette personne, qui je vais être. Et en fait, il faut surtout être OK avec quelle personne je vais être ou je veux être avec la personne. Et c'est un peu pareil dans une entreprise ou dans une carrière, même si là, je le dis très très mal. C'est si je fais ce métier, si je vais dans cette entreprise, quelle personne je vais être et est-ce que c'est aligné avec la personne que je veux être? Oui, et c'est très pertinent aussi ce que tu dis parce que, tu vois, très souvent on dit « Ah, mais regarde, cette personne, elle change dès qu'elle est avec telle personne ou dans tel contexte, etc. » Et ce qui se passe très souvent, c'est que c'est pas que cette personne, elle est différente, tu vois, profondément avec telle ou telle personne, mais c'est qu'en fonction d'avec qui on va être, dans quel environnement on va être, il y a des parties de nous qui vont plus ressortir que d'autres. Et ça veut pas dire que qu'on n'est plus qui on est, qu'on diffère, mais c'est que justement, avec certaines personnes, on va avoir l'envie d'appuyer sur certains points de façon consciente ou inconsciente, mais où on va se permettre des choses ou moins se permettre des choses. Et souvent, ça, c'est justement le fruit de l'humain, c'est avec qui on est. Tu vois, tu parlais du couple. Finalement, ça peut se retrouver entre associés, parce que entre associés, c'est un couple, clairement, ou un trouble, en fonction de combien ils sont. Mais c'est ça. Et je pense qu'en amour, comme en entreprise, parce qu'on parle de couple, c'est d'aimer la personne pour qui elle est, mais pour qui on est aussi quand on est avec elle. Ouais. Ça marche pour tout. Oui, en fait, si je m'aime pas quand je suis avec cette personne, ça va pas marcher. Si je m'aime pas quand je suis dans cette entreprise ou si je m'aime pas dans ce rôle de, j'en sais rien, de solopreneur, ça va pas marcher. Exactement. Et t'as parlé du coup du syndrome de l'imposteur. Ça, j'ai pas rencontré une seule personne qui l'a pas. Et du coup, voilà, on veut être telle personne. Super, j'aligne mes actions, mais j'ai quand même un gros syndrome de l'imposteur. Comment je fais pour débarrasser. Pour m'en débarrasser, en tout cas pour faire avec, parce que j'ai l'impression qu'il disparaît pas trop. Faire avec les peurs, la peur qui va avec. Alors, déjà, le syndrome de l'imposteur, oui, c'est quand on... Surtout quand on communique, tu vois. Ouais. Parce que, ouais, ok. Déjà, oui, ça arrive très souvent de ressentir ce manque de légitimité, de douter de ses propres compétences, de tout ça. Ça, c'est hyper commun. Et en fait, ce qui va permettre pas de détruire ça, mais en tout cas de le diminuer, ça va être de se dire qu'on est forcément le modèle de quelqu'un et le contre-modèle d'une autre personne. On va pas être aimé de tous, on va pas intéresser tout le monde, mais il y a aussi des personnes qu'on va intéresser et qui vont nous trouver, qui vont nous admirer, qui vont nous admirer ou quoi. Donc tu as forcément les deux. Et même des personnes que tu ne soupçonnes pas, tu vois, je sais pas, imagine... tu vois, moi, j'ai déjà eu ce syndrome de l'imposteur en me disant « mais regarde, je
je travaille pas beaucoup d'heures dans la journée, c'est catastrophique, et je suis coach derrière, je devrais me la donner à fond, etc., etc. Je travaille que 4 heures, 5 heures par jour. Tu travailles 4 heures, 5 heures par jour ? Ouais. Oh là là. Ok. Voilà, tu vois, et de me dire, non mais regarde, mais c'est pas possible, enfin, je peux pas communiquer sur ça, et de me dire, je vais passer pour une grosse feignasse, tu vois, alors que c'est pas vrai. Mais j'ai eu ce syndrome-là à un moment donné, comme tout le monde, hein, je le reconnais, je suis humaine avant tout, avant d'être coach, voilà, Ouais. tu vois, je dissocie ce que... On est là pour, Qui je suis de ce que je on fais. est là pour se mettre On à enlève nu. les On masques. enlève le masque. Et je me disais, mais c'est pas possible, enfin voilà. Et finalement, c'est là où tu changes ton prisme aussi, c'est pour certaines personnes, de dire, je travaille que 4 heures, 5 heures par jour, tu dis, oh, waouh, mais au contraire, mais c'est trop bien, mais comment tu fais, mais c'est super. Ah bah moi, c'est un objectif de vie, quoi. Mais j'en suis très loin. Ouais, bah c'est... Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. C'est quelque chose de très naturel chez moi, de pas beaucoup travailler, mais de condenser mon travail. Parce que je suis une guéparde, moi, tu sais. Enfin, je suis une sprinteuse un peu, dans le sens où je travaille pas beaucoup, mais quand je travaille, je fais pas semblant, je suis à fond, quoi. Et donc, je me focus sur les tâches à haute valeur ajoutée, où je vais être en haute énergie, et je vais vraiment faire les choses avec plaisir, avec l'envie. Et où si j'ai pas l'envie, je vais pas le faire, en fait, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même assez irrégulier aussi, il faut le reconnaître, hein, donc pas simple à suivre si je collabore avec quelqu'un, ce qui fait que je suis à mon compte et que du coup ça se passe Ouais. très bien. Mais c'est vrai que tu peux avoir ce syndrome-là de dire, mais regarde, mais comment je peux être légitime ? Eux, ils font des heures et des heures de travail, ils font 50 000 plus de choses que moi. Et non, mais derrière, c'est ce que je veux. Et finalement, comme, tu vois, je me dis, j'accompagne les gens à allier bien-être et performance, ben moi, c'est comme ça que je m'éclate. Ouais. Derrière, je suis très contente du CA que je fais, tu vois, moi, ça me convient parfaitement. Et bon, j'ai pas ce truc, tu vois, je suis ambitieuse, mais j'ai pas ce vice, tu sais, derrière de... Plus, ouais. plus. Ouais. Ouais, moi, je suis trop contente, j'aime ma vie. Je m'aligne constamment, c'est un travail que je fais au quotidien. Et il y a des jours où c'est pas le cas. Et c'est complètement normal, tu vois. Mais je me remets quand même assez vite sur les rails. Et donc, finalement, ce syndrome-là, il disparaît parce que tu dis... En fait, c'est à toi de changer cette perspective. Ok. Le syndrome de l'imposteur aussi, c'est... tu vois, c'est ça, c'est cette crainte de pas te sentir légitime, mais que du coup, les autres te percent. Ouais, c'est ça, à jour. te démasque, tu vois. Te démasquent. Mais démasquez-moi, enfin, tu vois, en fait, il y a rien à cacher. Je pense qu'au contraire, plus on va se démasquer, plus on va montrer qui on est, et plus on va pouvoir se révéler. Donc, pour moi, ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui va venir freiner cette authenticité, et donc cette libération de soi, cette affirmation de soi. Forcément, on pourrait tous être des imposteurs à se dire, mais regarde, ce que j'ai à dire, par exemple, sur les réseaux, tu parlais de communication, c'est pas intéressant, tout le monde le sait déjà, ou je dis des choses banales, ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, ça peut paraître banal pour toi, mais ça va peut-être aider une personne, 2 personnes, 3 personnes, tu t'en fous. Et il y aura forcément des gens... Moi, je pense que voilà, c'est ça pour diminuer ce syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir conscience que forcément, il y a des gens à qui tu plairas pas, que ça n'intéressera pas, qui ne verront pas la valeur à qui tu es et ou à ce que tu fais, ou du coup à ce que tu dis. Et il y en aura forcément d'autres qui le verront, parce que tu es forcément l'exemple de quelqu'un et le contre-exemple d'une autre personne. Ouais, et du coup, ça, ce truc-là d'avoir conscience qu'on peut plaire à tout le monde, etc., c'est déjà important de l'avoir. Mais du coup, dans cette libération-là, il y a s'affranchir un peu du regard des autres. Et ça, c'était une question que j'avais pour toi. C'est que là, on est surtout, on est sur un podcast qui aide les gens quand même à communiquer, à construire leur réputation, etc. Et il y a quand même une question toujours sous-jacente, c'est comment tu fais pour... T'affranchir du regard des autres. Toi, comment tu fais pour... Toi, est-ce que aujourd'hui, tu t'en fous Ouais. ou ça compte? C'est vrai, tu t'en fous vraiment? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, mais moi, je suis... Et comment t'as fait pour... tu t'en es toujours foutu ou pas? Non, tellement pas. Ok. Mais tellement pas. Au contraire, à l'époque... Ouh là là. Parce que toi La trentaine. voilà, ouais, non mais ça, mais toi tu communiques sur les réseaux aussi, donc tu dois le faire en tant qu'indépendante, en tant que coach, pour être visible, etc. Donc Ouais. tu vis aussi toi ton échelle pour ton business, voilà, et donc forcément il doit y avoir des trucs de est-ce que je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi, comment tu fais pour t'en foutre? Ouais.
Alors, tu vois, je m'en fous pas dans le sens où je vais pas non plus aimer être critiquée Oui. ou rejetée ou quoi que ce soit. Mais je pars du principe, quand je dis je m'en fous, c'est que j'accepte, j'accueille totalement plaire à certaines personnes, ne pas plaire à d'autres, être utile à certaines personnes, inutile à d'autres, apporter ma valeur à certains et pas à d'autres, etc. etc. Et pour ça, quand on parle du regard des autres, en réalité, ça n'existe pas. Enfin, il y a forcément le regard des autres, mais en réalité, c'est là où on peut vraiment s'en affranchir, c'est que le regard des autres, c'est uniquement c'est le reflet de son propre regard à travers celui des autres. Le regard des autres, il ne changera pas, mais c'est le propre regard qu'on va avoir sur soi qui va faire qu'on va s'affranchir du regard des autres. Parce que typiquement, imagine là, je sais pas, je vais te dire quelque chose de super profond, de très intime, où je pourrais être je sais pas, je pourrais me sentir vulnérable ou quoi que ce soit, je pourrais me dire oh là là, mais du coup, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment ils vont me voir et finalement, tu vas te mettre en situation un peu tu vois, de vulnérabilité ou de fragilité à ce moment-là. Alors qu'en fait, si c'est complètement assumé de dire bah voilà, je dis ça et oui, il s'est passé ça, et que toi, finalement, t'es OK avec ce que t'es en train de dire ou comment t'es en train de te comporter et que toi, ça te convient. Encore une fois, c'est une question d'alignement et d'image, mais d'image qu'on se porte. Et je pense que dans le regard aussi, quand on parle de regard des autres, il y a beaucoup d'estime de soi. Ouais. Et l'estime de soi, quand on manque d'estime de soi, en réalité, c'est un écart. En fait, l'estime de soi, c'est un écart entre qui on pense être et entre la personne qu'on rêve d'être. Plus l'écart est grand et plus ton estime de toi va être basse. Mais si t'es justement proche de la personne que tu veux être, tu vois, par rapport à la question qu'on se posait sur l'alignement tout à l'heure, plus t'es proche de cette personne-là, et plus tu vas pouvoir t'affranchir du regard des autres parce que t'es aligné avec qui tu es. Donc, les autres, ils vont s'aligner aussi. Et tu vois, très souvent, je vais te prendre un exemple vraiment qui m'est arrivé un jour. Il y a une personne qui va faire, qui va faire le clown devant tout le monde. Et qui va s'en moquer complet. Tu vois des personnes qui disent oh là là, la honte, mais oh là là, mais comment il fait, etc., etc. Et quand tu vois que la personne elle est tellement à l'aise et que derrière elle s'en moque, bah du coup tu vas plus être mal à l'aise pour cette personne. Ouais. Oui, parce c'est vrai. que elle s'en fout elle-même. Donc tu vois, le regard des autres va évoluer en fonction du regard que tu te portes. C'est très vrai. C'est un super exemple. C'est vrai que si la personne a l'air gênée, ensuite, c'est vraiment la honte. Si la personne s'en fout, en fait, les gens, ils passent à autre chose. Ils s'en foutent aussi. Ouais. Mais en fait, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a... Du coup, il y a qui je voudrais être. Ouais. Il y a qui je pense être. Ouais. Et il y a qui je suis réellement. Et ça, peut-être que c'est même impossible de vraiment le savoir, je sais pas. En fait, il y a ça trois. Évolue. En fait, on est trois. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est que il faut que l'écart entre qui je pense être et qui je veux être soit le plus réduit possible. Et du coup, en fait, qui je pense être, c'est pas forcément qui je suis, mais en tout cas, je peux avoir une vraie prise sur qui je pense être, puisque c'est mes pensées, et nos pensées créent notre réalité. Donc, comment, enfin, toi, t'es face à ça, ou face à quelqu'un qui a un grand écart, c'est quoi est-ce qu'il y a une méthode, est-ce qu'il y a des questions à se poser pour réduire cet écart, ou en tout cas pour changer sa pensée de soi? Ouais. Alors, l'estime de soi va comprendre en fait 3 piliers. Ok. Il y a la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Donc forcément, quand on va parler d'estime de soi, on va travailler sur ces 3 piliers. Ok. Et donc, ça, très souvent, les gens vont croire que pour s'actionner, on va devoir avoir confiance en soi pour le faire. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est en s'actionnant petit pas par petit pas que tu vas gagner confiance en toi, que ton image de toi va évoluer et que tu vas t'aimer davantage parce que tu vas te rapprocher de qui tu veux être. Donc forcément, tu vas gagner en estime de soi. Et ça, c'est quelque chose qui se passe à coup sûr en coaching, même si c'est pas le sujet, l'estime de soi. Tu vas forcément plus t'aimer, tu vas forcément être plus proche de la personne que tu veux être parce que tu vas t'aligner
avec cette personne-là. Donc, entre la personne que tu penses être, c'est OK, tu vois. Typiquement, en coaching, c'est OK de dire, OK, tu penses à telle personne, pas de souci. Mais qui tu veux être et qu'est-ce qu'on va mettre en place au fur et à mesure pour que tu puisses devenir cette personne, mais cette personne qui est toujours toi. Tu vas pas être une autre personne. C'est juste, tu vois, que tu vas être une meilleure version pour toi-même. C'est pas une meilleure version de toi-même, c'est surtout pour toi-même. Et donc forcément, si tu te sens être une meilleure version de toi-même, tu vas forcément rayonner cette meilleure version pour les autres, envers les autres. Non, très clair, très clair. Pas une meilleure version de toi-même, une meilleure version pour toi-même. Et on en revient, on en a parlé tout à l'heure, mais on a plutôt parlé d'alignement. J'avais posé la question du pourquoi. Ouais. Du coup, oui, c'est vrai, on n'a pas rebondi. Ouais, on n'a pas rebondi là-dessus. Et ça, c'est un peu le truc qui peut être paralysant, quand même, je trouve, de se dire, OK, j'ai trouvé mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais mais ensemble, on avait fait un petit jeu qui aide bien. Est-ce que tu es d'accord de le refaire Ouais, si pour tu montrer aux gens la démarche et parce que moi ça m'avait bien aidé. Ouais, ça avait été assez révélateur, hein. Ouais, c'était cool en vrai, puis c'était cool. Et voilà, enfin plutôt que de se mettre devant une feuille blanche et de dire pourquoi. Enfin voilà, je te laisse la main. Toi peut-être comment tu l'as fait sur toi vu que tu es à l'aise et que tu es aligné aujourd'hui et que tu sais Alors déjà, c'est un truc que j'ai créé. Enfin, je veux dire que voilà, c'est ma méthode à moi. Si d'autres personnes en ont, bah, allez-y, y a pas de souci. En tout cas, moi, ce qui fonctionne, c'est de se poser la question. Tu sais, tu as tout ce qui est inné, acquis, de tout ce qui est de ta zone de génie, d'excellence, etc. Là, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce qui est inné pour toi. Qu'est-ce qui est super naturel pour toi? Qu'est-ce qui est inné? Du coup, je le fais sur moi ou je te le refais? Non, bah moi ça m'intéresse de le savoir sur toi. Sur moi? Bah oui, c'est toi qui as interviewé aujourd'hui. Ok. Bah du coup, pour moi, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est super naturel pour moi et de façon hyper spontanée, parler. Ouais. Ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Parfait. Yes. Du coup, par rapport à ça, c'est de se poser la question, mais toujours très très spontané, en répondant seulement avec un mot. Même si ce mot c'est banane, tu t'en fous, tu te dis banane. Bon, c'est donc pas... parler banane. On en est là. Non, c'est pas ça. Banane, du coup. Oui, Titi, non, ça part trop loin. Non, du coup, c'est de se poser la question. Ok, donc qu'est-ce qui est inné, super naturel pour toi? Parler. En quoi parler est utile? Ok. S'exprimer. Et là, de te poser la question. Donc là, il faut noter au fur et à mesure. Il faut que tu notes parler, s'exprimer, etc., etc. Ok, donc là, en quoi s'exprimer est encore plus utile pour toi? Partager. En quoi partager est encore plus utile pour toi? Connecter. En quoi connecter est encore plus utile pour toi? Tu te poses toujours la même question et tu réponds au tac, vraiment, il ne faut pas réfléchir en un mot. En quoi connecter est encore plus utile pour toi? Impacter. Ok, ce mot, est-ce qu'il est puissant pour toi? Est-ce qu'il est vraiment très puissant pour toi? Oui, mais pas tout à fait encore. Ok. En quoi impacter est encore plus utile pour toi? Rayonner. Ok. Là, ça te parle. Est-ce que ce mot est vraiment puissant pour toi? Oui? Ok. Maintenant, regarde comment rayonner va venir transformer, modifier, enrichir, impacter. Et comment impacter va venir transformer, enrichir, modifier, connecter, etc., 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 jusqu'à revenir à parler. Et en fait, dans ce moment-là, c'est aussi de réussir à se connecter à tout son ressenti, à tout ce qui se passe. Moi, c'est rayonner, forcément, et c'est pour ça que j'en ai fait toute mon image de marque, que ça me parle beaucoup. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très liées à ça depuis toujours. Donc, ça a beaucoup de sens pour moi. Et quand tu as ressenti tout ça, ça te donne clairement ton chemin de vie. Ton chemin de vie, ta mission, ton pourquoi. Moi, du coup, ça veut dire, il y a toute cette notion, tu vois, d'impacter, partager, connecter, s'exprimer, parler, etc., impacter. Donc, je vais permettre aux gens, en parlant, par la parole, tu sais pas encore coaching, accompagnement, tu vois, tu sais pas, mais par la parole,
je vais pouvoir aider ou... alors, il n'y avait pas, mais je crois qu'il y avait élevé aussi. Il y avait élevé, je pense, à un moment donné dans mon truc. Là, c'est plus difficile parce que forcément... mais déjà, merci pour le partage. Et c'est super sport de le faire en même temps et de l'expliquer. Et c'est un super exemple. Franchement, c'est trop bien. Mais du coup, je sais qu'il y avait élevé dedans quand je me l'étais fait. Et c'était du coup, moi, ma mission, c'est ça, c'est de pouvoir aider les gens à s'élever, donc par la parole, de pouvoir les aider à s'élever et à les impacter pour leur permettre de rayonner, tu vois, en s'exprimant. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, donc là, en fait, en résumé, je vais accompagner les gens à rayonner de l'intérieur et de l'extérieur par la parole. Comment je peux faire ça ? Il y a vraiment un optique derrière de vouloir, je veux avoir de l'impact, je veux partager, je veux connecter avec les gens. Ok, bah là, ce qui me semble super pertinent, en fait, après, c'est le moyen, finalement, l'accompagnement, le coaching. Ouais. C'est de trouver le moyen. Ton pourquoi, tu trouves pas forcément le moyen que tu utilises, mais c'est ton guide. Tu vois, c'est, ok, moi, je veux aider les gens à s'élever et je veux impacter les gens pour qu'ils puissent s'élever et rayonner. Ouais, et maintenant, comment je fais, quoi ? Comment je fais ? Ouais. Voilà. Et ça, c'est la question qui vient ensuite, les moyens. Ouais. Et là, c'est vraiment du coaching. La question du comment, c'est la question du coaching. Ok. Ok, ouais. Et ouais, franchement, merci pour cet exemple. C'est super utile et ça fait penser à pour tous ceux qui s'intéressent à trouver son pourquoi, trouver son why, etc. Ça me faisait penser, je te l'avais partagé, à l'échelle de Diels. Ouais. Regardez l'échelle de Diels, c'est quelque chose qui est validé. Enfin, le gars, je crois. Ouais, Robert. Oui. Le gars est méga connu dans la sphère du dev perso, j'en sais rien, du coaching. Ah oui, peut-être. de fou, en PNL, en programmation neurolinguistique. Ouais. Et ouais, cette échelle de Diels, elle est super intéressante aussi. C'est les différents niveaux de l'environnement au pourquoi. En fait, on peut prendre les questions aussi sous forme de niveaux. Et c'est, voilà, je la mettrai peut-être aussi dans les notes d'épisode. Ça peut être utile pour. Ouais, super intéressant. Et bah, ok, on a parlé de pas mal de choses. Comment je m'aligne, comment je connais mon pourquoi, qui est finalement un verbe d'ailleurs. Comment j'ai trouvé mon verbe, comment je me libère du regard des autres. Question plus... Il y a un truc qui m'avait aidé quand on a bossé ensemble. Ça peut être un verbe, mais pas forcément. C'est pas forcément. Ouais, il y en a, tu vois, je sais pas, ça peut être amour, partage... Tu vois, donc voilà, pas forcément. Ok, c'est pas forcément un verbe. Ok. Ouais. Et c'est que moi, je suis très orientée action aussi. Oui, c'est ça, en fait. Je me disais, c'est bien parce que c'est orienté action et du coup, on peut rapidement le décliner sur le business. Question plus organisation. En fait, une fois qu'on sait tout ça, dans son business ou dans sa com, il va falloir s'organiser. Il va falloir organiser l'agenda. Et moi, tu m'avais bien aidé en m'aidant à me poser des questions. Et alors, c'est pour ça que je te redemande, parce que je pense que ça peut être utile aux gens. Je crois que tu m'avais demandé qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est pas important. On avait quadrillé un truc et c'était super utile pour s'organiser. Par exemple, moi qui suis... je communiquais le matin et ça me saoulait parce que ça polluait mes journées d'aller sur les réseaux sociaux le matin. À partir de ça, j'avais déterminé que c'était super important. Il y avait plein d'autres trucs. C'était super important de communiquer pour moi. C'était super important aussi de faire du sport. Mais du coup, je fais plutôt le sport le matin et la communication plutôt l'après-midi parce que ça vient me polluer un peu. Et enfin, bref, je me suis tout réorganisé, j'ai réorganisé mon agenda par rapport à ça, et ça, c'est aussi transformateur aussi. Enfin, on est dans le comment, tu vois. Je voulais savoir si tu te souvenais de ce cadre-là. Ah oui. Ouais, enfin, je c'est pense quelque chose que je fais souvent, ouais. du coup. Pour organiser son temps de façon alignée, du coup, puisque c'est le sujet, il y a plusieurs étapes. La première, ce que j'ai fait avec toi, c'est de commencer par lister toutes tes tâches. Tout est tout doux, quoi. Tu listes, donc ok, tu fais ça, et à chaque tâche, associer une durée, une estimation de temps, le temps que ça te prend par semaine. À chaque tâche, après ça, une fois que tu les as listées et que tu as mis le temps, tu vois, tu as estimé la durée, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Donc, ce qui est urgent, important, tu vois, etc. Sachant que ce qui est important, donc, ce sont les tâches à haute valeur ajoutée, donc qui vont vraiment avoir un fort impact. Et ce qui est urgent, c'est quelque chose que tu peux pas remettre au lendemain, qui te prend le temps tout de suite. Donc là, en général, ça s'organise pas trop. Ce qui est urgent, c'est vraiment de pouvoir s'offrir des petites marges en fait dans ton planning
pour laisser place à l'urgence Ouais. au cas où. Voilà. Donc, tout ce qui peut être programmé, finalement, c'est tout ce qui est important, plus ou moins important, puisqu'il y a des tâches qui vont avoir plus de valeur ajoutée que d'autres. Donc, deuxième étape, donc là, tu fais vraiment cette matrice d'Eisenhower où tu te dis, ok, là, tu tries, en fait, tu tries tes tâches, qu'est-ce qui est urgent, de quel ordre peuvent être les tâches urgentes, quelles sont les tâches importantes, donc c'est très, très, très important d'insister dessus, et qu'est-ce qui est moins important, et qu'est-ce que je peux déléguer. Soit je vire, soit je délègue, en fait. C'est ça, le non urgent, non important, c'est... Tu t'en occupes pas, quoi. Quand tu as fait à peu près, on va dire, cette matrice d'Eisenhower, alors là, voilà, c'est là où vraiment, c'est là le coaching vraiment pur, du moins de la façon dont je le fais moi, c'est quelles sont les tâches qui te prennent le plus d'énergie. Tu te rappelles ? Ouais, c'est ça. Quelles sont les tâches qui te prennent le plus d'énergie ? Donc ça, ok, tu te dis, ok, ça, les 2-3 tâches à peu près. Quelles sont les tâches qui te prennent le moins d'énergie ? Ok, ça. Tu vois aussi par rapport au temps, à peu près, comment ça se fait, etc. Et après, c'est aussi de se questionner sur son propre fonctionnement. À quel moment, toi, tu es en haute énergie ? Et à quel moment, toi, tu es en plus basse énergie ? Tu vois, typiquement, moi, je sais que je suis en haute énergie entre 10h et midi. Et entre, après dans l'après-midi, ça va dépendre aussi de comment je fais, mais ça va être surtout entre 15h et 17h30, ou 17h, on va dire, allez. Je sais que je vais faire mes tâches à forte valeur ajoutée, donc c'est-à-dire mes coachings, à ce moment-là. Ouais. Et tu vois, je vais faire d'autres choses. Dès que je suis en baisse d'énergie, je vais faire des tâches à moins forte valeur ajoutée, importantes, mais à moins forte valeur ajoutée, à des moments où je suis moins en haute énergie. Et des moments où je sais que je suis vraiment pas en haute énergie, là, clairement, je fais... je fais par ordre de priorité. Plus tu es en haute énergie, et plus tu vas te focus sur les tâches à haute valeur ajoutée, parce que c'est là où tu vas vraiment pouvoir performer. C'est là où tu vas vraiment pouvoir être focus, dans le flow, tu vas pouvoir vraiment les abattre, tu vois, dans le sens où tu les réalises à fond. Et où tu te donnes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moment et où tu t'organises, du coup, en fonction de tout ça. En général aussi, commencer la journée par une tâche qu'on aime, ça aide à mettre le pied à l'étrier et derrière à se lancer, quoi, et à garder cette vibe, on va dire, pour le reste de la journée. Après, on est tous différents. Il y en a qui, au contraire, vont préférer de se débarrasser de ça. De se débarrasser. Au début, tu sais, après l'effort, le réconfort et place aux tâches kiffantes pour justement compenser. Donc, ce qui est important, c'est tâche à haute valeur ajoutée quand tu es en haute énergie. Mais c'est important aussi s'il y a des tâches, parce qu'il y a des tâches qui peuvent te donner de l'énergie. Tu vois ? S'il y a des tâches qui peuvent te donner de l'énergie, ça peut être le moment de les faire au moment où tu es en basse énergie, parce que ça va te remonter. Donc, ça demande de connaître son fonctionnement, de connaître un peu ces moments où tu es en haute énergie, un peu plus en basse énergie, et donc, du coup, de combiner les tâches en fonction de ça. En fonction de son énergie, en fait, et du temps passé, forcément. Ouais. Et tu vois, on avait fait ce boulot ensemble et c'est vrai que je me souviens maintenant, c'est quasiment inconscient, mais que j'ai, par exemple, moi, mes rendez-vous clients, je les mets plutôt l'après-midi, alors que normalement, je suis un peu moins en haute énergie, surtout après le repas. Et en fait, je les mets là, par exemple, à 14h. Alors du coup, je sais pas si je suis super performant, mais en tout cas, ça me donne le fait d'échanger avec des gens, je suis extraverti, donc parce que ça te stimule. Ça me fait remonter en énergie. Et donc j'ai calé ça... j'ai calé ça là, en fait. Forcément. Tu vois, typiquement, je vais te donner un exemple me concernant. Moi, je suis pas du matin. Je suis pas du matin. Je pourrais l'être, mais je décide de ne pas l'être. Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est de démarrer ma journée avec une séance de coaching. Je vais me réveiller quelques minutes avant, je vais avoir clairement la tête dans le cul, tu vois, mais je vais démarrer ma séance de coaching, tout de suite je vais être dedans parce que j'adore ça, donc tout de suite ça va me réveiller et ça va me mettre en mouvement pour le reste de la journée, et donc je vais être en haute énergie. Il se peut que, tu vois, ça peut être aussi une autre stratégie de faire la séance de coaching juste après manger, par exemple, où là en général t'es en digestion et tout.
Et là, tu fais ta séance à ce moment-là parce que tu sais que tu vas être hyper stimulé et donc que tu vas pouvoir être encore plus focus derrière sur d'autres tâches, etc., etc. C'est vraiment différentes stratégies, celle avec laquelle tu es le plus à l'aise. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment de faire en fonction de ça, quoi. Et c'est là où tu optimises vraiment ton temps. Ouais. Tu vois ? Parce que finalement, c'est qu'une question d'énergie et de focus. L'idée, c'est pas de forcer sur la quantité, mais c'est d'optimiser, c'est de forcer sur la qualité. Ouais. On s'en fout de travailler 10 heures par jour. Tu peux faire 4 heures par jour et que ça soit l'équivalent de 10 heures par jour. J'en suis encore un peu loin. Mais peut-être qu'il faudra reprendre des séances. Il va falloir refaire du coaching. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et après, moi, je suis aussi un diesel. Hein, c'est-à-dire que je mets du temps à m'y mettre. Et une fois que j'arrive, je fais de la haute intensité au bout d'un moment. Et en fait, je suis pas un sprinter. Je sais pas tout de suite. Enfin, c'est comme ça. Et chacun. Et c'est OK. Et ça marche tout aussi bien. Et non, mais c'est clair. Faut apprendre à se connaître. Et et puis, j'aime bien bosser. En fait, c'est pas... Pareil, je vais pas à l'abattoir quand je bosse, donc ça va. Ok, et on parle depuis tout à l'heure de tout ça. Toi, qu'est-ce qui a été dans le chemin, enfin dans là où t'en es en ce moment, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi ? Si on prend d'un point de vue pro, tu communiques pas mal. C'est quoi le plus gros challenge depuis le début sur lequel peut-être t'as dû te faire coacher, etc. pour toi ? Ah ouais, moi c'est ma rigueur. Comme je suis très... Oui, moi, c'est surtout la régularité, tu vois, de manière générale. Parce que comme je suis... je fonctionne beaucoup par l'envie, par le plaisir, par le jeu, tu vois. Il y a des jours où tu as moins envie que d'autres, ce qui est complètement normal. Et donc, là, c'est de se donner ce petit coup de pied aux fesses, de dire, allez, là, c'est bon. En général, c'est toutes les tâches, tu vois, qui vont être plus administratives ou derrière un ordinateur. Parce que dès qu'il y a de l'interaction sociale... par contre, je suis tout le temps au taquet, quoi. Tu vois, enfin, ça, c'est corazon. C'est mon top kiff, quoi, voilà. Mais tout ce qui demande d'être assise, même si j'ai mon bureau assis debout, tu vois, derrière l'ordi, c'est sûr que ça me fait moins kiffer. Et je sais que c'est des choses que j'ai quand même envie de faire parce que derrière... En fait, la tâche en elle-même, je vais pas forcément la kiffer, mais ce qu'elle va m'apporter derrière, je le kiffe. Et donc, c'est pour ça que je vais le faire. Tu vois, typiquement... communiquer sur LinkedIn, de base, me poser et écrire les posts ou quoi, c'est pas forcément ce qui m'anime. C'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps, mais voilà, de temps en temps, alors que ça demande de la régularité. Et ça, typiquement, c'est un challenge, quoi. C'est un challenge de dire, allez, Ludivine, c'est bon, là, tu te prends une journée, tu te mets off de coaching et tu vas écrire. Et tu te fais ton calendrier édito. Tu écris 15 posts. Et tu vas. Voilà. Et toi, ça, c'est quoi qui t'énerve le plus sur les réseaux sociaux ? Parce que c'est quand même un truc qui est LinkedIn, etc. C'est quand même un truc qui est important pour les indépendants, pour les coachs. Il faut se rendre visible, tu vois. C'est quoi qui te saule le plus et c'est quoi que tu préfères ? Moi, ce qui me saoule le plus, c'est le fake. Hein. Tu sais, moi, j'ai une forte valeur d'authenticité. En général, quand quelque chose nous énerve, c'est forcément que ça fait écho par rapport à une valeur. C'est quand une valeur est bafouée, tu vois. Il y a quelque chose qui fait écho en nous. Sinon, ça ne nous énerverait pas. Donc, ce qui m'énerve, moi, c'est le fake. C'est le manque d'authenticité sur les réseaux sociaux, ce qui est normal parce que c'est une valeur très, très, très forte chez moi. Et ce que j'aime pas là-dedans, c'est que les gens vont... certaines personnes, pas tous, heureusement, vont communiquer, tu vois, en disant, par exemple, ouais, j'ai fait tel résultat, ou moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, c'est pas vrai, quoi. C'est juste pour faire du buzz ou des vues. Et ça, je trouve ça trop dommage parce que à quoi ça sert derrière ? Ok, tu fais du buzz, tu fais de la visibilité, mais ça peut avoir un impact sur d'autres personnes qui se comparent et qui peuvent se sentir comme des merdes, tu vois, derrière. Excuse-moi, hein, voilà, ça c'est l'authenticité, je parle. Ouais, mais t'as raison. Voilà. Mais qui se sentent pas bien du coup et qui vont se remettre en question alors que derrière... Ok, mais c'est quoi la réalité ? Et ça, je trouve... Et ça, pour le coup, pour rebondir à l'inverse de ta question, c'est qu'est-ce que j'aime le plus ? C'est quand tu as des posts hyper authentiques où les gens vont parler, tu vois, de leurs coulisses. Et tu peux très bien parler de tes réussites aussi. C'est pas ça. Moi, j'adore quand les gens parlent aussi de leur réussite, de leur épanouissement. Très bien, mais que ça soit authentique, que ça soit vrai. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand tu peux ressentir l'émotion derrière, mais parce que c'est authentique. Enfin, pour moi, tu ressens l'émotion parce que c'est authentique. Donc voilà, ce que je préfère l'authenticité, ce que j'aime le moins, le fake, le manque d'authenticité. C'est quoi toi, ton métier, c'est de poser des questions. C'est quoi ta question préférée ?
Alors, dans le milieu perso, depuis toute petite, c'est pourquoi. Ok. Mais en coaching, du coup, c'est comment. Ok. Parce que c'est ça qui va permettre de mettre en action. Alors finalement, avec ma question préférée perso, ça permet de comprendre qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça en est, d'avoir vraiment une situation, tu vois, d'avoir une vision 360 de la situation, et donc qui va donner plein de petites pépites de clés. Et c'est vrai que l'enjeu du coaching, c'est de savoir comment t'y prendre à ta façon, comment s'actionner de façon alignée avec qui tu es. Donc le comment, c'est la clé du coaching. Merci. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée là, que tu voudrais ou que tu aurais aimé que je te pose? Eh bien, je sais pas. Alors là, comme ça, non, c'est plus toi. Est-ce que t'as envie de... Il y avait peut-être non, je dis ça parce qu'il y a peut-être un truc que tu avais envie d'aborder qu'on n'a pas abordé. Et je regarde le temps et je sais qu'on est bientôt... on est bientôt à la fin. Ça c'est passe pour ça. vite, hein. Ouais, ça passe vite. Ouais, ça passe assez vite. Ben, je sais pas. C'est plus peut-être... c'est finalement derrière... je sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est assez clair le coaching de la façon... Tu vois, ce Ouais. qui va être... ce que les gens... Avec quoi les gens vont repartir derrière. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est une Toi, en bonne tout idée. cas, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et justement, qu'est-ce que t'en tires aujourd'hui suite à nos séances? Ouais, faisons un petit récap. Alors moi, ce que j'en tire suite à nos séances, moi j'ai fait du coaching, du coup vous l'aurez compris pour ceux qui nous écoutent avec Lidvin, on a fait 10 sessions ensemble l'année dernière. J'en ai tiré que j'ai supprimé pas mal d'angles morts. J'en ai tiré aussi En fait, j'en ai tiré, je pense, c'est ce que tu disais là dans l'épisode, un rapprochement entre qui je veux être et qui je pense être. Dans le sens où j'avais les choses en moi, mais le fait de prendre du temps pour moi et puis d'avoir ce luxe d'avoir toi qui est dédié à moi pendant un certain temps et qui me pose plein de questions et tout. En fait, on n'a jamais ça dans la vie. On n'a jamais quelqu'un d'extérieur en plus et de neutre, parce qu'on se connaissait pas et c'était fait exprès. Enfin, je pense que c'est très bien de prendre un coach que tu connais pas à la base. Ben, j'en ai tiré de me payer en fait un temps d'attention régulier et un temps d'attention plein et neutre pendant 1h30. C'était des sessions d'1h30. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive jamais dans la vie. Ça n'arrive pas. Et c'est ça qui est incroyable. Juste ça, se payer, avoir quelqu'un qui te pose des questions, qui est 100% attentionné sur toi, sur tes problématiques, pendant 1h30, de manière régulière. Donc en plus, tu évolues. Et donc, voilà, on se voyait toutes les 2-3 semaines. Ça, c'est incroyable parce que tu te fais... Déjà, voilà, je me suis fait un cadeau de prendre du temps pour moi avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est déjà incroyable. Et le fait de se faire ce cadeau, je pense, déjà m'a aidé moi à renforcer l'estime de moi, de dire je suis suffisamment important pour m'accorder du temps à moi. Moi, j'ai du mal à m'accorder du temps dans ma vie. Donc, c'est une manière de m'accorder du temps. Et ensuite, tout ce qu'on a fait, il y a eu j'en ai tiré franchement une meilleure organisation concrète. C'était la dernière question sur l'agenda. Ça aide énormément parce que là, pour le coup, j'avais plein d'angles morts. Vraiment, le truc d'Eisenhower, en fait, en vrai, je peux me le demander, mais c'est beaucoup mieux de le faire avec quelqu'un d'extérieur. Donc mieux. C'est beaucoup plus personnalisé donc, aussi en coaching, forcément. Ouais, c'est vraiment organisé. Enfin, le premier truc qu'on a fait, et donc là, ça fait un peu aussi un récap c'est organisationnel. C'est tu veux faire plein de choses. Sauf que tu es un être humain qui a ses hauts et qui a ses bas. Comment tu t'organises en prenant factuellement la réalité de toutes les tâches que tu fais? Comment tu t'organises le plus efficacement possible, sachant qu'il y en a des importantes, des urgentes, des qui te donnent de l'énergie, des qui prennent de l'énergie. Donc ça, tu dois croiser. Ça, j'ai croisé avec moi et mon rythme biologique. Et ça, je pense que ça aide énormément. Parce que déjà, là, on est vraiment dans le concret. Ensuite, il y a la partie sur refaire un point sur mon pourquoi. J'avais déjà réfléchi plein de fois à mon pourquoi, mais le fait de le faire avec toi, avec ton exercice qui est du coup différent de tout ce que j'avais déjà fait, ça m'a aidé à faire ressortir des choses. Tu sais, il y a des trucs que je découvrais pas, mais que je redécouvrais et du coup qui reprennent de l'abondance. Donc c'est forcément, ça m'a bien aidé de bosser le pourquoi, à me dire, ok, en fait, c'est ça mon pourquoi, où je vais. Par exemple, dans l'exercice qu'on a fait, il y avait la notion dans le pourquoi, il y avait la notion de connexion dans mon pourquoi. Et donc, la connexion, elle se fait, là, par exemple, on est dans la même pièce, on discute avec la même pièce. Et je faisais beaucoup de choses, moi, à travers écran, dans ma vie d'indépendant. En plus, je suis pas sur Paris, donc
j'ai beaucoup d'interactions, mais elles sont pas physiques, elles sont à travers des écrans, à travers des réseaux sociaux, etc. Et je me suis rendu compte qu'un des objectifs pour moi cette année, c'était par exemple mettre de la connexion, mais de la connexion vraie, physique, parce que c'est pas la même chose à travers les écrans. Donc là, je fais ce podcast en studio, et dans mes objectifs pro, par exemple, c'est d'essayer de faire de plus en plus des accompagnements, ou en tout cas des choses physiques. Et ça, ça me sert à la fois en pro, mais en perso, mais c'est indispensable en pro. Donc tu vois, le pourquoi a été vite décliné en, ok, connexion avec des gens, je suis extraverti, mec, tu passes 10 heures par jour devant un écran. Il y a un truc qui va pas. Donc voilà, ça aide à prendre ce genre de truc, ça paraît évident, mais en fait, le seule manière de s'en rendre compte rapidement, parce que je pense que le coaching, c'est aussi un gain de temps. C'est une formule accélérée pour se rendre compte de plein de trucs. Donc ouais, ça m'a apporté ça. Donc vraiment sur la partie organisationnelle, sur la partie mon pourquoi, et du coup, comment concrètement je le... Ouais, voilà, c'est bien de savoir son pourquoi, mais comment... Du coup, qu'est-ce qui est dissonant du coup entre ton pourquoi et toi? Et comment concrètement je le décline? Et moi je suis trop devant un écran, je suis pas assez avec les gens. Voilà. C'est ça. Tu vois, ça c'est ce que j'en ai tiré. Et après il y a il y a tout le processus qui m'a aidé. Et là c'est un peu les questions qu'on a dit, regard des autres, confiance en soi, comment s'aligner, donc les questions des valeurs, etc. qui m'a aidé à réduire l'écart entre qui je veux être de manière honnête et qui je pense être de manière honnête en fait. Oui, c'est ça. Et puis qui tu veux être pour toi, parce que tu vois aussi c'est... Qui je veux être pour moi, t'as raison, oui. et qui je pense être pour moi. Et oui, parce que très souvent, ça m'est arrivé en séance de coaching, des personnes qui voulaient être quelqu'un, mais qu'en fait, en réalité, elles le voulaient pas pour elles. Elles le voulaient pour leur famille, pour leur chéri, tu vois, ou pour la société. Et en fait, c'est ça aussi où mon rôle à moi, c'est de ramener la personne vraiment à elle-même, pour elle, tu vois. Et ça peut être... une barrière assez fine et parfois inconsciente aussi pour les personnes qui sont accompagnées, de dire ah mais oui mais en fait c'est vrai que je fais pas ça ou je veux pas être ça pour moi. C'est vrai que j'ai toujours répondu à ce qu'on m'a inculqué ou ce qu'on m'a dit d'être, etc. en me disant c'est ça qu'il faut être, c'est ça, c'est tel chemin qu'il faut emprunter. Mais en fait en réalité c'est non, ça me correspond pas, ça ne m'appartient pas. Et donc, de se reconnecter à soi, comme tu dis, d'avoir ces moments-là, c'est ça qui est hyper puissant parce que c'est plein de révélations pour toi et donc, du coup, que tu peux partager avec les autres. Quel est, Ludivine, le meilleur moyen de te suivre, du coup, ou de te joindre pour soit t'envoyer un mot d'amour, soit bosser avec toi? LinkedIn, du coup. Ouais, LinkedIn. Rien de plus à dire par rapport à ça, LinkedIn. Mais non, mais c'est très bien. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Dans le com, message. Commentaire. T'es actif sur LinkedIn, donc effectivement, post sur LinkedIn et puis MP. Je vais mettre le lien. Ouais, pour c'est LinkedIn. ça. Après, il y a un lien Calendly où les gens peuvent prendre rendez-vous, qui est sur LinkedIn ou directement sur mon site internet. Mais sinon, un MP, ça passe aussi. Il y a un humain derrière l'ordinateur qui va vous répondre. Top. Franchement, merci beaucoup. Ludivine, d'avoir donné un peu de ton code source, de ta recette, de tes questions. Merci infiniment.